Il faut être très curieux, la transversalité. Il ne faut pas dire non, je suis commercial, je me limite qu'à vendre. Il faut connaître la technique parce que les solutions que tu proposes à tes clients, c'est les techniciens qui font la cotation. C'est quoi les principes fondamentaux sur lesquels tu t'appuies pour être un excellent leader? On ne peut pas être à l'étranger et développer son pays. On peut envoyer de l'argent, c'est vrai. Mais quand on est sur place, on peut apporter plus de notre expertise, plus de notre compétence, plus de notre relation au développement du pays. Les gens n'ont pas lu un seul livre de leur vie. Si toi, tu as 20 livres, tu deviens une bibliothèque. Et plus tu sais, plus tu es. Plus tu es, plus tu as. La qualité de ta vie va dépendre d'abord, la première chose, par ce que tu sais. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte 2 fois plus cher que ce que tu sais déjà. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. C'est le premier épisode de l'an 2026. Peut-être que vous allez voir des vidéos avant celui-ci, mais c'est le premier qu'on tourne en 2026. Donc j'ai l'honneur, le grand privilège de recevoir ici un grand monsieur. On a eu la chance de collaborer sur pas mal de projets que vous avez vu passer ces derniers temps. Ça va être le directeur, on va dire le vrai directeur maintenant, directement de l'Anala Assurance Vie. Est-ce que je me trompe? Oui. Bienvenue à mon cher Alama Diawara. Merci. Comment ça va? Très bien. Je me permets de le tutoyer, on va dire, dans cette interview pour que ça puisse être très fluide. Oui. Mais devant moi, j'ai un monsieur que je respecte énormément de par son parcours, de par son leadership et aussi de par la relation qu'on entretient. Aujourd'hui, on va pouvoir parler pour la première fois sur cette chaîne d'assurance vie. On va parler des dessous et tout ce qu'il faut savoir autour de l'assurance vie. On va découvrir aussi le parcours d'un monsieur qui est parti de, on va dire, des classes normales, qui a fait un parcours plutôt atypique jusqu'à se retrouver à la tête d'une grande assurance. Quel est son parcours? Comment vous pouvez vous en inspirer? Et aussi, comment on peut même faire en sorte de devenir riche grâce à l'assurance vie? Ça, c'est une question que je prévois pour toi. Donc tout ça, ça va être assez intéressant, mais nul ne pourra le présenter mieux que lui-même. Alors, Monsieur Alama Diawara, bienvenue dans cet épisode. Merci. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Je te laisse te présenter pour ceux qui te découvrent pour la toute première fois. Ok. Et tu prends ton temps parce qu'on a quand même 1 heure d'échange ensemble. D'accord. Ça va être intéressant. Merci Carmo de me recevoir. Voilà, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas très bien, c'est Diawara Alama. Je suis guinéen. Actuellement, je suis directeur général de l'Anala Assurance Vie Guinée. C'est une compagnie d'assurance locale qui est implantée en Guinée depuis 2019, qui appartient à un grand groupe local. Le groupe L'Anala Assurance. Groupe L'Anala. L'Anala. Oui. Okay. Dans ce groupe, il y a l'assurance IARD. Il y a la branche vie où je suis, on a l'Anala Finance, on a l'Anala Digital P, qui a déjà son assurance, comme on appelle, son produit phare sous 3. Ok, oui. On a une société qui s'occupe de tout ce qui est développement, outils informatiques d'IBA. Et puis on a la fondation. Bon, Ok, l'Anala Fondation. L'Anala Fondation, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. J'ai commencé mes études en Guinée. Yeah, ça m'intéresse. Oui. Je te pose quand même la question. Voilà. Le parcours de... Ça a été quoi déjà ton parcours académique avant de se retrouver à la tête DG aujourd'hui de l'Anala Assurance Vie, qui est quand même une grosse responsabilité. Ouais. Mais ça a été quoi ton parcours? Parce que généralement, Ouais. j'aime bien poser les questions, mais en bien les appuyant. Quand on voit quelqu'un quelque part, on a l'impression que mais c'est facile, lui, il est directeur. Mais forcément, je sais que derrière chaque grand directeur, il y a eu un parcours, des galères. Ça a été quoi, toi, ton parcours? D'accord. J'ai commencé mes études en Guinée, comme tout bon Guinéen, de l'école primaire jusqu'à l'université. J'ai fait la licence en sciences économiques à Fulaya. Fulaya, okay. Centre universitaire de Kindia. Okay. Et après ma licence, mon objectif était d'aller poursuivre mes études ailleurs. Donc je suis allé au Sénégal. J'ai obtenu un master 1 en banque, assurance et finance à l'Institut international de management. Puis je suis allé à AFI, Université de l'entreprise. Ça aussi au Sénégal? Oui, où j'ai obtenu mon master 2 en banque, ingénierie financière,
option banque privée internationale. Juste entre parenthèses, tu parles Wolof un peu? Ah oui, tout rec. Ok. Voilà. Ok. Donc, après mes études, j'ai eu quand même, je dirais, une chance. Ok. D'autres diront c'est pas la chance. J'ai soutenu un mercredi vers 13h, 14h, sur la thématique, le mécanisme de financement des entreprises par le marché boursier. Ok. Le cas portait sur la Sonatel, la société téléphonique, la grande société téléphonique au Sénégal. Du coup, après ma soutenance, le soir, j'étais à la maison. Il y a mon directeur d'études qui m'appelle, dit bon, on a notre partenaire AXA qui a besoin de les 5 premiers de chaque filière. Moi, j'étais en banque, ingénierie financière. Il y a un ami qui était en management juridique et fiscal, un autre était au niveau ressources humaines. Donc, ils ont dit bon, est-ce que tu peux nous envoyer ton CV actualisé? Donc, j'ai envoyé le CV. Le mercredi, j'ai dit je suis passé à l'entretien. Vendredi, j'ai démarré le stage. Waouh. Ok, ça c'était pour un stage de base. Oui, ça c'était pour un stage de Ok, base. ok. Donc, j'ai fait 3 mois. Mon prof qui nous enseignait sur la gestion des obligations du marché a eu une opportunité au Mali. La société s'appelait Limonway. Limonway, je crois, a son siège social à Montreuil, en France ici. Ok. Donc, il m'a demandé, bon, comme toi, tu as envie d'aller à l'international, est-ce que tu souhaites me rejoindre? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé au Mali, en République du Mali. J'ai fait 2 ans et demi. Mais ça c'était plus un stage là. Non, c'était plus un stage. J'ai commencé d'abord au niveau de back-office, en CDD. Puis, on m'a confirmé comme responsable formation sur l'ensemble des produits que la société vend. Du coup, j'ai fait toutes les régions du Mali. Gao, Sikasso, Mopti. Donc, c'est moi qui partais former tous nos partenaires, tous nos distributeurs pour comment on vend ces produits, comment on doit accueillir les clients et comment on doit faire la couverture du territoire national à travers nos différentes implantations. Donc, ça m'a quand même permis de connaître le volet commercial. Là c'était plus volet commercial que assurance là. Oui, Ok. parce que ça, c'est dans le domaine de mobile money. Du coup, j'ai fait 2 ans pratiquement, je peux dire comme ça. Et après, j'ai pris une pause. J'ai démissionné, je suis retourné à Dakar. J'ai fait 6 mois, je galérais, je peux dire comme ça. Ok, sans emploi du coup à ce moment-là. Sans emploi, mais je me débrouillais quand même, puisque ma grande sœur détenait un resto. Ok. Donc, je faisais sa trésor, tout ce qui était bon et autres. Donc, c'est moi qui gérais tout ça. Donc, après, je me suis retrouvé à Abidjan, Ok. en Côte d'Ivoire. Il y avait une opportunité à NSA Bank, le recrutement des conseillers clientèle et autres. Mais au moment où je postulais, la date limite était déjà arrivée. ok. Donc, du coup, quand je suis allé, le RH me dit, bon, le recrutement est fini, les postes qui sont disponibles actuellement, c'est des stages de qualification. Ok. J'ai dit, ok, d'accord, je prends. Il me dit, non, mais attends, tu avais un contrat. Et puis, tu veux prendre un stage Tu passes de salarié à stagiaire. Ouais. Et tu l'as accepté quand même? Oui. Dit, pourquoi? Qu'est-ce qui vient à ce moment-là? Je voulais faire exactement ce que j'ai eu à faire à l'école. Ah d'accord, tu voulais travailler dans le domaine de tes études. Voilà, dans le domaine de mes études. Donc là, pour ça, tu étais prêt à commencer, même si c'était plus bas encore. Exactement. J'aime bien la philosophie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1 an, 3 mois. Et je dirais par malheur ou par bonheur, mon papa est tombé malade. Ok. Il voulait que je retourne en Guinée. Maman m'a appelé et dit, ah, ton papa veut que tu reviennes, il faut venir. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt. Bon, Dieu a rappelé le vieux, paix à son âme, et j'ai décidé de retourner. Il est décidé à ce moment-là? Oui. Okay. Donc j'ai arrêté, je suis revenu en Guinée. Et quand je suis revenu en Guinée, je crois 1 ou 2 mois, je me suis retrouvé à NC Assurance. Ok. En tant que chargé banque assurance. J'ai fait 6 mois, j'ai commencé le 24 juin 2019.
Donc le 1er janvier 2020, on m'a confirmé chef service partenaire à Banque Assurance. Ok. Et l'année qui a suivi, on m'a confié également le réseau individuel. Donc j'ai fait 2 ans chef service. Après, on m'a nommé chef de département. J'ai fait 2 ans chef de département, puis directeur du développement commercial. Donc après 6 mois, j'ai démissionné, j'ai rejoint l'ANALA comme DGA. Et 1er octobre 2020. 25. Non, 2024. Ok. 2024. En tant que DGA. En tant que DGA. Et jusqu'au 20-22 décembre 2025. Et après le conseil d'administration, on m'a confirmé comme DG. Incroyable parcours. Félicitations. Merci. Mais je viens d'avoir une belle question. C'est quoi on va dire le skills, la personnalité ou la compétence qu'il faut avoir pour gravir des échelons comme tu l'as fait? Parce qu'à chaque fois, dans ton histoire, dans ce que tu me racontes, j'ai quand même vu quelqu'un qui a commencé bas et qui est monté au fur et à mesure, que ce soit chez NCA ou même chez l'ANALA. Ça a toujours été même cette même équation. Qu'est-ce que tu avais de particulier ou quel est le comportement que tu avais ou le skills que tu avais qui te permettait de gravir des échelons comme ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même ton parcours qui est totalement différent de certaines personnes aussi qu'on peut connaître. Il y a des gens, ils vont commencer à tel endroit dans une entreprise. 10 ans plus tard, tu reviens, tu les trouves encore au même endroit. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont gravir les échelons finalement et ceux qui vont toujours continuer à stagner au même endroit? D'accord. Ça me ramène à un échange avec un ami. Quand je suis rentré en Guinée en 2019, quand j'ai commencé à NCA, il y a un qui me disait, il y a tel, il a fait 5 ans, il est au même poste. L'autre a fait 6 ans, l'autre 10 ans. C'est ça. Je l'ai dit, j'ai dit, moi, maximum, je me donne un objectif. Je ne ferai pas plus de 2 ans au même poste. Il faut avoir le courage de se donner tous les moyens nécessaires pour réussir dans ta mission. Il faut avoir un esprit de compétition. Il faut te challenger à tout moment. Et surtout, il faut te dire, je suis venu pour relever un défi. Et ce défi, je me donne un temps pour y arriver à ce niveau. Toujours un exemple, quand je suis arrivé, peu connaissaient que j'étais guinéen. Dans la boîte, tu as quand même un parcours voilà, dans la boîte, il n'y avait que mon DG, ma DGA qui savait que j'étais guinéen. Bon, beaucoup pensaient que j'étais ivoirien. Puis un jour, moi aussi, je me doutais. Voilà. Un jour, il y a un qui disait, ils ont envoyé un jeune ivoirien. Bon, on va voir s'il connaît l'environnement. Est-ce qu'il pourra relever le challenge? Et là, ça m'a donné encore un défi, quoi. Un défi personnel. Et les résultats ont vraiment parlé en ma faveur. Et j'ai eu la confiance de mes dirigeants d'alors. Ils m'ont accompagné. Et chaque objectif assigné, j'atteignais ou voire dépassé ces objectifs. C'est magnifique. Et je me suis entouré par des collaborateurs qui ont une vision, un mindset de réussir dans leur domaine également. Voilà. Ok. Se faire entourer aussi et avoir toujours cette envie de se dépasser encore et encore. Aujourd'hui, directeur général de l'ANALA Assurance Vie. Est-ce que généralement on dit que quand on est bon en classe, ça finit toujours par payer. Est-ce que, je sais que tu as un ami à côté, peut-être qu'il peut être témoin, mais est-ce que durant les études universitaires ou académiques, est-ce que tu étais cet étudiant qui se démarquait toujours pour finalement te démarquer comme ça professionnellement? Parce que quand même, selon moi, il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être excellent dans la vie réelle et le fait d'être bon en classe. Ça peut aider, mais il n'y a pas forcément une corrélation directe. Est-ce que c'était le cas pour toi? Bon, peut-être mes amis vont confirmer cela. En toute honnêteté, j'étais meilleur quand même. Ok. Tu étais toujours parmi les... Ok. De l'école primaire jusqu'en 11e, j'étais parmi les 3 premiers. Ok. C'est quand je suis arrivé en 11e, avec la fougue, on est au lycée maintenant, et puis je suis allé... Aussi. Voilà. Donc, je suis allé, je crois, 19e
de la classe. Ça me rappelle un 19e. peu mon histoire. Voilà. Donc là, ça a frustré tout le monde. Elle dit, mais de l'école primaire jusqu'en 10e, tu étais parmi les 3 premiers, puis tu te retrouves au lycée. Voilà. Donc tout le monde était étonné, mais moi, je me suis dit, bon, ça arrive, c'est un parcours, on ne peut pas être tout le temps premier. Excellent, ouais. Et puis voilà. Et puis à l'université, je pense là-bas, c'est pas premier, deuxième qui compte, mais c'est la moyenne. C'est la moyenne, ouais. C'est la moyenne. Ouais. Et j'avais quand même de très bonnes notes. Ok. Je crois que le CNE peut confirmer. Ok. Voilà. C'est génial. Aujourd'hui, tu es un passionné de l'assurance vie jusqu'à en arriver à écrire un livre là-dessus. J'aimerais un peu qu'on se plonge dans cet univers d'assurance vie pour, on va dire, donner l'envie à des gens d'aller chercher encore ce livre. Je sais qu'on en a déjà parlé une fois sur mon LinkedIn, mais je peux. Ouais. Donc, il y a ce fameux livre qui est sorti, l'assurance vie, quand la vie devient un investissement. Et ici, on aime bien parler d'investissement aussi au fur et à mesure. Tout à fait. C'est quoi l'assurance vie, selon toi, de manière assez simple pour des gens qui nous découvrent? Voilà. Au lieu de faire une définition claire, je peux aller droit au but. Oui. Quand un étudiant qui vient de terminer ses études, il a son premier job, il doit penser à épargner pour ses vieux jours. Et quand un monsieur se marie et commence à avoir des enfants, il doit penser à sécuriser l'avenir de ses enfants. Et quand un vieux qui est là, il sait que demain, Dieu va le rappeler. Il doit penser aux vieux jours. Si je ne serai plus là, qu'est-ce que mes enfants auront? Qu'est-ce que ma famille va devenir derrière? Est-ce que ma famille aura des ressources nécessaires? Peut-être moi, je suis parti. Mais il faut quand même qu'il ait des ressources qui permettraient à ses enfants ou à mon épouse d'investir ou de mener certaines activités génératrices de revenus pour ne pas que mon départ crée un vide total. Donc c'est tout ça qui regorge l'assurance. Ok, Ça permet l'assurance vie, du coup, voilà, la prévention. de la prévention, de l'épargne et même la structuration ou de la planification financière d'un individu ou d'un État. Ok. Mais toi, tu es du coup dans l'assurance. On va imaginer aujourd'hui que tu n'étais pas dans l'assurance et ou moi qui suis une personne lambda, je vais me poser des questions. Il y a une question qui se revient souvent, surtout nous ici, ou même en Guinée, je pense que les gens se posent aussi la même question. C'est l'assurance est une arnaque. Est-ce que tu vois, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase qui revient aussi, c'est-à-dire je contribue, mais ils ne sont jamais là vraiment pour moi. Quelle est toi ta position en étant à l'interne par rapport à cela, à cette question-là? Oui, c'est une question qui embête tout le monde. Moi, je me dis, d'abord, il y a un manque de formation et d'information. Puisqu'il y a plusieurs types d'assurances que les gens essayent de confondre. Mais s'il n'y a pas une information claire pour qu'il y ait la segmentation, ça restera comme ça. Ok. Quelqu'un peut souscrire à une assurance automobile, par exemple. C'est son véhicule. Il prend parce qu'il sait qu'il y a des contrôles qui arrivent souvent. Il quitte d'un point A à un point B. Si la police l'arrête, on vérifie est-ce que tu as l'assurance ou pas. Il prend parce qu'il y a ce contrôle. Mais le fait de prendre une assurance pour préparer quelque chose, ça doit venir de soi-même. Ça doit être naturel. Mais cela ne peut y arriver tant que les acteurs ne se mettent pas au travail. Les acteurs, ce sont des personnes qui évoluent dans le domaine des assurances, c'est l'État, et puis c'est les étudiants qui sont dans les filières banque, assurance. Assurance, oui. Voilà. Et le défi aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas informés à tel point que quand tu vas en clientèle, tu proposes des solutions d'assurance. Même ceux qui ont été à l'école, ils diront non, c'est pas intéressant. Ou bien, bon, on n'a pas prévu dans le budget, etc., etc. Mais si l'information est là, ça donne à réfléchir. Bien sûr. Moi, j'ai 15 employés. Est-ce que je dois préparer l'avenir de ces 15 employés
en épargnant pour eux pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Point d'interrogation. Est-ce que, en cas de décès d'un employé tout à l'heure, je dois prendre de l'argent dans ma trésor? C'est une charge. Pourquoi ne pas externaliser? Une charge subite. Voilà. Est-ce que ne pas externaliser auprès d'une compagnie d'assurance en cas de sinistre, c'est la compagnie qui prend en charge? Ok. Un employé lambda qui travaille, il finit sa vie active et c'est cet employé qui demande encore ses frères, ses amis, ah, donnez-moi tel, donnez-moi tel, donnez-moi tel. Pourquoi ne pas mettre en place un complément de revenu lorsqu'il ira à la retraite, au moins qu'il a des rentes de 10 ans, 15 ans, 20 ans? Tout ça, ce sont des questions que chacun doit se poser. Ok. Voilà. Est-ce que ça a été un choix pour toi de choisir l'assurance vie? Est-ce que c'est un choix par passion ou parce que tu trouves l'assurance, le côté assurance vie plus intéressant que les autres domaines de l'assurance, ou plutôt tu t'es retrouvé là-dedans par hasard? Je distingue maintenant deux volets d'assurance. Oui. L'assurance qu'on va, entre guillemets, je suis désolé du terme, mais qu'on va t'imposer. Par exemple, nous ici, il n'y a même pas de si jamais il y a un contrôle. Oui. C'est que l'assurance est obligatoire sur la voiture. Tu as une voiture, c'est toi qui vas décider finalement est-ce que tu vas t'assurer au tiers ou est-ce que tu vas t'assurer globalement. Mais c'est obligatoire. Parce que si on te prend, tu peux directement aller en prison si tu n'as pas d'assurance. Dans certains pays, c'est encore, tu peux discuter encore avec la police. Et il y a d'autres où on ne discute pas. Mais ça, c'est des assurances que nous, on subit dans le sens où on n'a pas le choix. On doit quand même prendre ça. Tu vas conduire pendant... Ça fait 7 ans que je conduis. Jamais d'accident. Mon assurance n'a jamais eu à souscrire, à payer quoi que ce soit pour moi, sauf une fois. Je suis tombé en panne sur une autoroute. Donc, on m'a trouvé une voiture, un taxi qui est venu me chercher. On a amené ma voiture avec un dépanneur. À part ça, tout ce que j'ai cotisé, c'est comme si j'ai offert ça à Dieu. Tu vois, ça c'est un peu comme ça qu'on voit en termes d'assurance. Par contre, il y a l'assurance vie, de ce que j'ai compris, et j'ai beaucoup appris aussi en travaillant avec vous. On me voit comme Karamo qui va apporter, mais moi j'ai énormément appris aussi parce que ça m'a permis de savoir l'assurance vie, certains produits que vous avez chez vous, comme le rapatriement. Le rapatriement, ça, j'ai trouvé ça un produit très très pertinent. On va en parler tout à l'heure. Et beaucoup d'autres produits, j'ai commencé à m'y intéresser. Je trouve ça très très intéressant. L'Anala Soutoura et tous les produits qu'on a essayé de mettre en avant ici. Maintenant, la question, c'est du coup, est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans ou tu as vraiment choisi d'évoluer dans ce secteur et pourquoi? Ok. Au départ, je me suis retrouvé dedans, puisque quand j'étais en banque, déjà, il y a les produits bancaires qu'on commercialise. Mais également, il y a des solutions d'assurance qu'on propose à nos clients bancaires. Donc moi, je vendais énormément de produits d'assurance. Quand un client vient pour l'ouverture de son compte, je lui proposais des solutions d'assurance. Et quand il vient pour autre et qu'on regarde dans son portefeuille, il n'a pas de solution d'assurance, je lui proposais. Donc, parmi tout le staff, moi, je me suis beaucoup démarqué. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et quand je suis rentré en Guinée, je me suis retrouvé en assurance. Et en tant que banque assureur sur le volet vie, c'était pour moi une continuité. Ce qui m'a beaucoup marqué, souvent je partais en clientèle. Et quand je propose à un prospect une solution d'assurance vie, le prospect me dit non, moi j'ai déjà une assurance. Je dis, il s'agit de quoi? Il dit non, on a déjà pris une assurance santé pour nos employés, on a déjà une assurance auto. J'ai dit oui, ça c'est des solutions d'assurance dommages. Mais pour la vie, il s'agit de l'épargne, de la prévoyance, l'assurance études et tout ce qui va avec. Bon, j'ai compris que la compréhension de l'assurance vie n'était pas aussi développée. Donc je me dis, il y a un problème. À travers un mentor, puisqu'il a écrit deux ouvrages sur les assurances, je lui ai dit, moi j'ai un défi, il faut que j'arrive à relever ce challenge. Je dois écrire, puisque même les étudiants qui sont dans les filières banque assurance, quand ils viennent en stage, tu leur poses des questions. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a assez de problèmes. Personne ne comprend c'est quoi l'assurance vie, des épargnes, de la prévoyance. Donc je me suis dit, non, il faut écrire quelque chose pour que les gens puissent comprendre les fondamentaux, les bases même de l'assurance vie. Et c'est ce qui m'a poussé à aller sur le champ d'écrivain.
Voilà. Ok. C'est assez intéressant. Tout à l'heure, je vais vous mettre en capture d'écran une image de ça. Je l'ai déjà fait une fois sur LinkedIn, mais vous qui êtes là sur YouTube, je vous recommande fortement d'aller chercher encore ce livre. Cela vous permet d'en savoir un peu plus sur le monde de l'assurance vie, que je trouve un monde très, très fascinant. Aujourd'hui, en tant que directeur de l'ANALA, et tu as gravi tous ces échelons-là finalement pour te retrouver là où tu es aujourd'hui, et tu as quand même fait des études, est-ce que tu trouves qu'il y a une corrélation directe entre ce qu'on va étudier en classe et ce qu'on va voir dans le monde réel? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que généralement, Ah oui. on dit souvent que l'école nous enseigne des théories et quand on vient dans la vraie vie, l'exemple des stagiaires dont tu me parles tout à l'heure, qui vont venir et tu vas comprendre qu'ils ont besoin encore de réapprendre parce que malheureusement, on est parfois dans l'aspect théorique des choses en classe qui se répètent d'année en année sans mise à jour, alors que le monde du travail, le monde de l'emploi nous présente quand même autre chose qui est relativement plus facile à apprendre. Est-ce que selon toi, il y a une corrélation entre ce que tu as étudié et ce que tu vas voir finalement, parce que le monde de l'assurance est particulier? En toute honnêteté, quand je prends le cas particulier en Guinée, c'est pas lié. Okay. Parce que moi, quand je prends 80% des employés d'où je viens, où je suis actuellement, 80% n'ont pas fait les assurances. Ok. N'ont pas fait les assurances. Okay. Soit ils ont fait les écoles de commerce, ils ont fait économie, ils ont fait tel. Et puis quand ils ont été stagiaires, on leur a mis dans certains services ou certains départements, ils se sont démarqués. Et puis voilà. C'est assez intéressant ça. C'est ça. Finalement, on apprend sur le terrain. Moi c'est un combat que je mène aussi, même dans mes contenus. C'est pour ça que j'ai du mal à collaborer avec certains systèmes éducatifs. C'est-à-dire que j'ai fait les études de marketing. J'ai eu un master en marketing. Et j'ai pas envie du tout de cracher dans la soupe. Mais on a mis parfois 6 mois, un semestre entier à nous enseigner des choses sur la communication. Je passais 1 mois sur YouTube ou même 2 semaines sur YouTube. J'apprenais l'entièreté de ce qu'on m'a enseigné en 6 mois. Okay. Donc je trouvais qu'on rallongeait certaines choses et surtout on tournait autour du pot. Alors que le monde de l'emploi, aujourd'hui je pratique du marketing, j'ai une agence de marketing et tout. Mais très peu de choses que j'utilise au quotidien, les outils que j'utilise au quotidien, j'ai vu très peu de ces outils-là en classe. Exact. Marketing, c'est quoi? C'est savoir proposer quelque chose de concret et pousser les gens à découvrir cela. D'abord, c'est faire connaître le marketing. Après, il y a le volet communication qui va venir et le volet vente qui va toujours suivre cela. Mais aujourd'hui, on est aussi à l'ère du digital. Quand tu es en classe, on va t'enseigner des choses théoriques autour du digital. Mais la vraie vie, c'est quoi? Apprendre à utiliser des caméras. Là, mon équipe n'est pas là aujourd'hui parce qu'on est en mode vacances. Mais je peux tout déclencher moi-même sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Et pouvoir travailler avec ça. Donc, selon moi, c'est un petit appel que je fais à chaque fois. Il faut étudier, c'est très bien, mais il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas dire c'est parce que j'ai étudié ça, il faut absolument que je travaille dans ça. Tu peux aller dans un secteur que tu n'as pas étudié forcément. Mais avec l'auto-éducation, tu peux finalement faire des merveilles et te retrouver au sommet dans ce domaine-là. C'est une vraie réalité parce que quand je prends les commerciaux que nous recrutons souvent, qu'on les met sur le terrain, aller démarcher des clients et autres, nous avons constaté que 80 à 90% qui produisent du résultat n'ont jamais fait les banques assurances. Soit ils ont fait les ressources humaines, ils ont fait école de commerce, ils ont fait banque, ils ont fait d'autres filières, mais ceux qui ont fait vraie banque assurance n'excellent pas. C'est qu'il y a problème. Est-ce que la pratique qu'on utilise dans nos sociétés ou dans nos entreprises, est-ce que c'est les mêmes pratiques qu'on duplique en théorie à l'université? C'est qu'il y a problème. Donc le mieux aujourd'hui, il faut des universités techniques. Pragmatiques. Comme au Cameroun, au Burkina, par exemple. Ce que vous appliquez en classe, c'est la même chose qu'on voit en entreprise, vice-versa. Et là, celui qui sort de l'école, quand il vient en entreprise, il est déjà prêt à l'emploi. Non, je suis totalement d'accord. C'est assez intéressant de voir ce volet-là. Aujourd'hui, de tous les produits d'assurance que vous avez, c'est quoi ton produit favori et pourquoi? Prévoyance, épargne, les deux sont mes produits favoris. Je m'explique.
L'épargne, c'est prévoir quelque chose demain. Parce qu'il est très dommage que quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans sa vie active, après se retrouve à la rue. Souvent, il y a des contrats, comme on appelle, des épargnes obligatoires que nous payons, qu'on soit du secteur privé ou secteur public, qu'on paie à la Caisse nationale de la sécurité. Dans d'autres pays, c'est CNPS. Oui. Et quand on va à la retraite, c'est ce qu'on reçoit en retour, qu'on appelle la pension. C'est ça. Mais dans ta vie active, les revenus étaient comme ça. Tu vas à la retraite, les revenus baissent drastiquement, mais les charges sont comme ça. Et la petite pension ne te permettra pas de subvenir non seulement à tes besoins, toi, mais également aux besoins de ta famille. D'où, quand tu commences à mettre en place un complément de revenus, ne serait-ce que 200 000 francs chaque mois, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et une fois que tu seras à la retraite, ce montant te permettra d'avoir plus de business à créer, parce que tu peux dire, ok, d'accord, moi, chaque mois, j'ai une rente de 10 millions, je dis n'importe quoi. Tu viens voir un banquier, tu dis, bon, les 10 millions que je reçois chaque mois de la compagnie d'assurance, accordez-moi tel montant en prêt. Et le banquier fait l'assimilation, on dit, bon, l'échéance, chaque mois, tu dois rembourser 5 millions, par exemple. Tu dis, ok, d'accord, comme moi, chaque mois, je gagne 10 millions, les 5 millions vont servir le remboursement de prêt, les 5 autres millions, la charge familiale. Le montant qu'on t'a accordé, tu crées un business, tu es à la maison, mais tu mènes une activité génératrice de revenus. Donc ça aide. Jusqu'à ton dernier jour, tu n'auras pas de galère à supporter parce que tu ne travailles pas. Donc, sur le volet épargne, c'est quelque chose qui est assez important. La prévoyance, c'est un produit qui est rentable tant qu'il n'y a pas de sinistre. Parce que quelqu'un qui prend... rentable, quand tu dis rentable, pour qui? Pour vous? Pour la compagnie. Ah, pour vous du coup. Tant qu'il n'y a pas de sinistre, parce que c'est des contrats d'un an renouvelables. Après un an, s'il n'y a pas de sinistre, il n'y a pas de remboursement, par exemple. Mais lorsqu'il y a un sinistre, un décès ou une invalidité, tu dois payer un capital assez costaud selon le contrat établi entre l'assureur et l'assuré. Tu vois? Concrètement? Oui. Concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire que je souscris à une assurance prévoyance. Prévoyance décès, du coup, c'est ça? Ou juste accident? Décès. Décès, il y a le décès, il y a invalidité. Invalidité. Oui. Donc, supposons quelqu'un va souscrire, je ne vais pas prendre l'exemple sur moi, j'aime pas la négativité. Quelqu'un va souscrire à une assurance décès et dire, si jamais il décède, on va pouvoir, l'assurance va verser un certain montant à sa famille pour pouvoir couvrir ses arrières. Donc lui, il va cotiser mensuellement quelque chose sur un an ou annuellement. Non, la prime de la prévoyance, c'est une seule fois l'année. Tu payes une fois? Oui, c'est comme quand tu veux assurer ta voiture, tu payes une seule prime. La prévoyance également, ça peut être individuel ou collectif. Individuel, une personne physique vient souscrire à une prévoyance. Et désigne un bénéficiaire. Dans le contrat, il désigne en cas de vie, c'est moi. En cas de décès, il cite les bénéficiaires. En cas de décès, mon épouse, 50%, mon premier garçon, tel pourcent, jusqu'à ce que les 100% soient OK. Il fait un peu le testament. Voilà. Maintenant, si c'est une assurance prévoyance collective, c'est une entreprise qui souscrit pour l'ensemble de ses employés. Maintenant, en cas de décès, ce n'est plus comme on appelle la société qui puise dans sa trésor pour faire face, mais plutôt c'est la compagnie d'assurance qui paye. Admettons un personnel composé de 50 personnes, par exemple. On fait la simulation, on dit, bon, il faut faire une simulation sur la base de 12 mois de salaire comme capital. Cela voudrait dire, en cas de décès, c'est 12 mois de salaire qu'on doit payer à ces ayants droit. Le contrat est établi, chacun signe, et la prime est payée une seule fois l'année. Maintenant, lorsqu'il y aura survenance de décès, par exemple, si le salaire mensuel est de 10 millions, 10 millions fois 12, ça fait 120 millions.
Qu'est-ce C'est que les vous 120 payez du millions coup? qu'on va payer aux ayants droit. J'ai comme l'impression, je continue encore d'apprendre quotidiennement, j'ai comme l'impression qu'on est quand même sur un loto. Les jeux de hasard, finalement. C'est ça. C'est-à-dire que, ça. c'est quoi les primes, par exemple? Est-ce qu'on peut avoir à peu près une idée de la prime prévoyance qu'on paye annuellement? Bon, Ou ça varie si du coup c'est selon la, le si profil? c'est la masse, Ouais. si c'est la masse, c'est une simulation sur la base de la durée est là, l'âge est là, et on fait une simulation pour ressortir le montant en prime unique Ok. que la société en question paye. Maintenant, si c'est une personne physique, il y a des primes de 200 000, de 300 000, de 500 000 qui correspondent à des capitaux également différents. Ah, plus tu payes, plus tu es susceptible de recevoir Oui, derrière. plus le capital est élevé, Investi élevé. la prime également suit. Mais c'est quand même assez intéressant l'histoire de probabilité. C'est pour ça, récemment, j'ai discuté avec une amie qui disait qu'elle avait souscrit à une assurance ici, assurance décès, qui était du fait qu'elle payait un montant. Je pense que c'était un truc de 18 € par mois qu'elle payait. Et si jamais il y a décès, le rapatriement du corps et tout ce qui va avec. Et là, moi, sans même vouloir faire du marketing, de quoi que ce soit, je dis, mais ça, c'est l'offre que mon partenaire a. Je dis, quelle partie? Je dis, mais là, dans l'assurance, là, tu payes une prime une seule fois l'année. Et s'il y a décès, ton corps, il est rapatrié. Et on peut même mettre une personne en plus pour accompagner le corps jusqu'au pays de destination. Elle me dit, ah oui, mais c'est hyper intéressant. Elle a dit combien? J'ai dit un montant, je ne suis pas très sûr, mais il faut quand même se renseigner. Mais je trouve que c'est 10 fois plus intéressant, ce type de choses-là, parce que si je prends la prévoyance, tu payes un montant. Les montants que tu me dis, c'est des 20 € chez nous ici. Donc, c'est des 20 €, des 30 € ou des 50 €. Mais si jamais il y a décès, l'assurance va rentrer en jeu à hauteur de des montants beaucoup plus élevés finalement. Je peux même m'aventurer, ça peut aller jusqu'à 10 000 € facilement. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Vous êtes quand même sur la probabilité. Exactement. Mais je continue toujours à décortiquer. Aujourd'hui, vous allez tous apprendre avec moi. On décortique un petit peu cet univers, qui est le fait que quand la personne est plus âgée, on va dire que sa cotisation elle va être plus élevée, forcément, que quand la personne est jeune. C'est ça, non? Parce qu'il est plus proche de la mort. Là, je joue beaucoup. Là, je prends un exemple. Tout client qui demande un prêt à la banque, on demande forcément une assurance. Oui. Ça, c'est l'emprunteur. Oui, l'assurance crédit, du coup. Voilà, l'assurance du crédit. Bon, un monsieur, il a 50 ans. Il demande un prêt de 500 millions sur une durée de 24 mois. Ok. Sa prime est de telle. Un autre demande un prêt sur le même montant, 500 millions, sur 24 mois, mais le monsieur a 30 ans. Tu verras, celui qui a 50 ans, la prime ou sa prime est plus élevée que celui qui a 30 ans. Oui. Et celui qui a 30 ans, sa prime est plus élevée que celui qui a 25 ans. Bien sûr, j'imagine. Voilà. Parce qu'on part sur la probabilité que lui va mettre plus de temps à mourir que l'autre. C'est un peu Dieu ça. seul sait. Bon, ici, on part vraiment sur ce principe parce que ça. le truc est un peu biaisé en Afrique, Exactement. dans le sens où on a beaucoup de morts subites en Afrique. Ici, quand même, ça veut dire quoi? Ça fait 7 ans, 8 ans à peu près que je suis ici à Paris, en Europe, en France précisément. Mais tu vas voir que la probabilité que tu te réveilles quelqu'un qui a 30 ans, on entend « Ah, il est décédé, il a fait une crise cardiaque », elle est très faible. Le taux de mortalité, elle est vraiment très très faible. Moi, j'entends très rarement. Soit il y a un accident, et même ça, c'est très peu. Les accidents, il y en a très peu. Alors que chez nous, quand même, honnêtement, un matin, tu es en train de discuter avec quelqu'un, le soir, tu entends qu'il est décédé. C'est ça. Ouais, sinon tu entends, il a eu mal au ventre, il est allé à l'hôpital et c'est terminé. Donc ça fait que le calcul est un peu biaisé. Mais ici, je pense qu'on peut vraiment se pencher et dire, si tu as 20 ans, tu as plus de temps à vivre que si quelqu'un a 50 ans et vice-versa, ainsi de suite. Très, très, très intéressant. En tant que, déjà, je prends ton profil de salarié que tu as été, donc cadre salarié. Aujourd'hui, si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui travaille et qui a cette ambition de gravir les échelons, quel conseil tu lui donnerais finalement? Quelle est la clé selon toi? Je sais qu'il n'y a pas de secret magique, mais quels sont les outils, les clés sur lesquels toi tu t'es appuyé pour bâtir cette carrière que tu as? Je sais que tu es encore jeune, il y a encore plein de choses à bâtir devant, mais jusqu'à aujourd'hui, sur quoi tu t'appuierais pour pouvoir aider ces quelques personnes qui nous suivent? Bon, il y a
plusieurs choses, mais d'abord, il faut te challenger. Parce que tu es dans un environnement où vous êtes 10, 15, 20, ça dépend. Mais tu dois te dire que dans cette équipe, tu es la meilleure personne qui produit plus que les autres. Croire en soi. Tu crois en ta potentialité. Deuxièmement, il faut être très curieux. La transversalité. Il ne faut pas dire non, je suis commercial, je me limite qu'à vendre. Il faut connaître la technique. Parce que les solutions que tu proposes à tes clients, c'est les techniciens qui font la cotation. Qui te donnent, tu donnes à tes clients. Tu dois pouvoir défendre cette proposition. Avoir des arguments pour ça. Avoir des arguments. Donc, il ne faudrait pas que le technicien, qu'il m'excuse, te donne du n'importe quoi. Toi, comme ça, tu dois avoir une vue globale sur la technique. Il faut également avoir l'esprit de communiquer sur tes produits. Tu dois connaître le marketing, tu dois connaître la communication. Donc, la transversalité, là, te permettra d'être incontournable au sein de ta structure. Et ça te rapproche plus de la tête que d'autres choses. Exactement. Parce que celui qui dirige, normalement, est censé avoir une idée générale, globale de tout le secteur, de tous les secteurs, du coup, finalement, de l'entreprise. Exactement. Et en plus de ça, il faut toujours être en anticipation sur plusieurs sujets. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es commercial. Vous proposez 2 ou 3 solutions d'assurance, mais la concurrence propose plus. Mais tu peux dire, vous avez la capacité de proposer plus de solutions par rapport à cette concurrence. Et là, tu peux proposer ça à ta direction. Faire la veille concurrentielle pour dire, voici tel élément qui pourrait aider aujourd'hui notre société à se démarquer de la concurrence. Et tout le temps, tu dois être en perpétuel mouvement, enquête, recherche de solutions, mais également savoir que l'entreprise où tu travailles, admettons que c'est ta propre boîte. Si c'est ta propre boîte, qu'est-ce que tu dois faire pour avancer cette société? Donc, tu te donnes tous les moyens nécessaires pour faire évoluer les choses. Parce que dans l'entreprise, ce n'est pas que les employés. Ce n'est pas que ton salaire. L'État doit bénéficier de tout ce qui est réalisé. Les actionnaires ont injecté de l'argent. Eux, ils attendent des dividendes. Le salaire doit être payé. Donc, toi, tu dois avoir des postures, même étant employé de classe moyenne, mais tu dois avoir cette casquette de leader aujourd'hui pour dire non, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse cela. Et ça te donne une certaine confiance vis-à-vis de tes patrons. C'est très bien. Justement, tu as dit un mot sur lequel venait directement ma prochaine question. Du coup, c'est quoi les principes fondamentaux sur lesquels tu t'appuies pour être un excellent leader? Il faut se former. Il faut se former. Il faut accepter de faire monter tes collaborateurs qui sont tes N-1. Parce que la plupart des cas, beaucoup pensent à leur personne. Quand il y a du résultat, c'est le premier responsable qu'on voit. Mais on oublie que ceux qui sont en bas, c'est eux qui mouillent le maillot. Donc la redistribution doit être faite en fonction de tous ces éléments, toutes ces caractéristiques. Donc, il faut aimer tes collaborateurs. Quand il s'agit de partager le revenu, il faut partager avec eux. Il faut les faire grandir. Il faut les accompagner en termes de formation. Tel produit assez par rapport à l'autre. Pourquoi il ne produit pas? Tu dois avoir un sens d'écoute envers tout ceci. Pour que dans le bateau, chacun puisse trouver un sens de rester dans un environnement qui lui permettrait de donner le meilleur de lui-même. J'ai une question qui vient vraiment sur ce point-là et plus, on va dire, plus pragmatique et concrète. Supposons, c'est même pas une supposition, tu es directeur et tu apprends qu'il y a un de tes salariés, du coup un membre de l'équipe, qui a fait quelque chose qui n'était pas très bien.
Tu n'as pas envie de virer la personne, mais tu as envie de corriger cela pour que ça ne se répète plus. On t'annonce que c'est elle qui a fait ça et ça a coûté quelque chose à l'entreprise. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Comment tu réagis face à cela pour pouvoir cadrer les choses sans forcément perdre son efficacité? Parce qu'on est d'accord, en tant que leader, la manière dont tu vas communiquer avec la personne peut soit le motiver à donner le meilleur de lui pour plus tard, ou sinon à être nonchalant finalement, ou ne pas se sentir à sa place, avoir qu'une seule envie, c'est quand est-ce que je pars. Comment toi, en tant que leader, tu corriges finalement un employé sans forcément le démotiver aussi dans l'entreprise et même lui donner une motivation finalement? Si tu as un exemple comme ça. Bon, peut-être il a fait un acte qu'il ne mesure pas les conséquences. D'abord, il faut l'écouter. Ok. Est-ce que c'est un manque de formation? Ok. Parce que tu peux être dans un service technique, par exemple, mais tu n'as pas les prérequis pour pouvoir jouer le rôle de technicien en tant que tel. Est-ce qu'il est à sa place? Ok. Tu dois connaître ça. S'il a N+1, son responsable, est-ce que ce dernier lui a donné tous les outils nécessaires afin de réussir dans sa mission? Parce qu'il ne peut pas se lever comme ça, faire des actes qui pourraient faire plomber la société dans un cercle qu'on ne souhaite pas. Ok. Donc, il faut l'écouter, il faut connaître l'environnement où il évolue. Est-ce qu'il a tous les éléments en sa possession? S'il ne l'a pas, il faut le former. Il faut également le responsabiliser. Parce que celui qui accompagne un enfant, c'est lui qui sait à quel moment il tombe, à quel moment il faut le relever. N'est-ce pas? Du coup, tu ne peux pas le réprimander au premier sujet d'acte. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok. Il faut être un peu tolérant. Il faut être un peu tolérant. Lui donner une autre chance. Du coup. Voilà, de lui donner une autre chance. Et puis voilà. Peut-être, il a commis ça. Il sait que ce n'est pas bon, il ne le répétera plus. Voilà. Super. Là, tu n'es pas en Guinée en ce moment, tu as un séjour ici, en France, précisément à Paris. Et j'ai une question, ce n'est pas une question piège, mais c'est juste une question curieuse finalement. Aujourd'hui, tu travailles en Guinée, tu es DG, avant même d'être cela. Si on te donne une opportunité de venir travailler ici en France, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Non. Pourquoi? Là, on s'intéresse un peu à la diaspora, mais déjà, je pose la question dans ce sens, et après, on continue. Je dirais non. Pourquoi? Parce que, dans mon domaine d'activité, la France est beaucoup plus en avance par rapport à Guinée. Je me dis, il y a plus à faire en Guinée d'abord qu'en France. Oui, ça c'est évident. Donc, il faut apporter là où il y a le besoin. Là où il y a le besoin. Okay. Donc, même étant là-bas, on peut proposer des solutions qui permettraient aux Guinéens qui sont à l'étranger de bénéficier ces solutions que nous proposons localement. Ok, comme l'ANALA rapatriement, l'ANALA vie rapatriement. Ok. Maintenant, quel est toi, ton appel face à la diaspora, qu'elle soit guinéenne ou même tout simplement la diaspora, parce que je sais que cette vidéo, il n'y a pas que des Guinéens qui voient sur la chaîne. Pour quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui est guinéen, qui est sénégalais, qui est ivoirien, qui est congolais, qui a cette envie de rentrer au pays, mais qui a des hésitations et des peurs parce que l'environnement est quand même différent d'un environnement qu'on va avoir ici. Quel conseil tu donnerais à cette personne-là? À quoi il faut s'attendre si on veut rentrer et travailler au pays? Je dirais qu'il faut juste prendre le risque. Prendre le risque. Il faut prendre le risque. Okay. C'était mon cas. Okay. Moi, quand je suis parti de la Guinée, c'est vrai que tu viens de l'extérieur aussi. Voilà, j'ai fait 10 ans avant de revenir au pays. Okay. Quand je suis rentré, j'étais dépaysé, mais avec un risque qu'il ne fallait pas. Mais je me dis, il y a assez d'opportunités au pays. Assez d'opportunités pour ceux qui veulent aller. Et quand tu vas, ne te dis pas, dès que je rentre tout à l'heure, le lendemain, j'ai du boulot, non. Ok. Ne te pose pas également la question pour dire, est-ce que quand je rentre aujourd'hui, je vais faire 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que Il faut y aller et tu te bats comme les autres. Et puis,
Parce que ceux qui certainement évoluent dans le domaine banque, assurance et autres, en Guinée aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités dans le domaine bancaire, plusieurs opportunités dans le domaine d'assurance, mais surtout dans les mines. Parce qu'il y a plusieurs sites aujourd'hui où il y a assez d'exploitation. Il faut y aller parce qu'on ne peut pas être à l'étranger et développer son pays. On peut envoyer de l'argent, c'est vrai. Mais quand on est sur place, on peut apporter plus de notre expertise, plus de notre compétence, plus de notre relation au développement du pays. Super. En tout cas, c'est un très bel appel. Merci pour tout ce que tu partages là. Mon autre question, elle est plus personnelle. Que faut-il attendre de toi dans les prochaines années? Parce que de ce que j'ai vu de ton profil, il y a toujours eu cette envie d'évoluer, d'aller chercher plus, ne jamais se satisfaire uniquement de ce qu'on a, même si on peut avoir de la gratitude. Tu as l'air, je te connais pas plus que ça, mais de ma petite relation avec toi, tu as l'air d'être plutôt quelqu'un de très posé, très calme, qui gère ses émotions. Qu'est-ce qu'il faut attendre de toi durant les prochaines années? Au-delà du fait que tu nous surprends en passant d'expert en assurance à écrivain, maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de toi dans les prochaines années? Ok, j'ai un défi très personnel. C'est d'amener l'Anala Assurance Vie dans les top 2 des assurances vie en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes quatrième. C'est la dernière compagnie vie née en Guinée. Et Inch'Allah, dans 2 ans maximum, l'objectif est qu'on dise oui, l'Anala Vie est deuxième, à défaut d'être leader sur le marché, deuxième sur le marché guinéen. Ça, et deuxième objectif, c'est de continuer à écrire, parce que mon prochain livre, certainement, ça sera en fin d'année 2026 là 26. Ça sera sur la microassurance. Et le dernier, c'est de permettre à tous mes collaborateurs d'être DGables. Chacun peut être dirigeant. C'est de les outiller, les accompagner dans le domaine de la formation, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est le courage managérial, la vente, toutes les compétences transversales. Surtout la transversalité. Les techniciens doivent pouvoir faire tout ce que les commerciaux font, les commerciaux doivent pouvoir faire tout ce que les financiers, les techniciens font, afin que demain, s'il y a la mobilité à l'interne, que chacun puisse avoir sa place dedans. C'est un peu l'objectif. En tout cas, la chance que moi j'ai eue, je veux donner la même chance à tous mes collaborateurs. C'est génial. Parce que moi, j'ai eu la grâce de Dieu de tomber à des responsables qui m'ont accompagné, qui m'ont écouté, qui m'ont donné énormément d'opportunités. Donc, ça sera ingrat de ma part de ne pas tendre la main à mes collaborateurs et puis tous ceux qui viendront après moi. C'est super, c'est super. Je finis par une dernière question, sauf si tu as un dernier mot aussi à rajouter, bien évidemment. Pour cette première partie, j'aime toujours dire première partie parce que je sais que plus tu évolues, plus on a aussi d'autres choses encore à se dire. Et je serais ravi de pouvoir venir intervenir, un de ces 4, faire une formation. Ça m'arrive de le faire par ici auprès des employés et tout ça, que ce soit volet marketing, volet art oratoire, volet vente. Ça serait très intéressant de pouvoir passer une belle journée de formation avec les membres de ton équipe. Mais ma question ici, c'est quel est le rôle aujourd'hui de l'assurance dans le développement de la Guinée? Quel est le rôle de l'assurance vie dans le développement de notre pays? Peut-être la méconnaissance de l'assurance vie fait de telle sorte que on trouve l'assurance vie comme un accessoire. Quand tu prends les pays développés, le Canada, même le Kenya et autres, ceux qui apportent plus de ressources dans le développement du pays, généralement, ce sont des assurances vie. Quand l'État veut faire appel à l'emprunt obligatoire, généralement, c'est les compagnies d'assurance vie qui souscrivent. Et la plupart des fonds qu'on a au niveau des banques, c'est des placements des assurances vie. Parce que nous collectons des ressources de nos clients, nous les plaçons au niveau des banques sous forme de DAT, nous les plaçons au niveau des
des bons du Trésor. Donc, si l'État arrive à structurer, à rendre obligatoire les solutions d'assurance vie, tout ce qui est prévoyance, tout ce qui est épargne, on dit aucune entreprise ne peut avoir un agrément ou une licence tant que l'assurance destinée aux employés ne soit intégrée obligatoirement. Ouais, que l'État contribue finalement. Que l'État contribue à la promotion de l'assurance vie. Mais également, il y a la défiscalisation, parce qu'aujourd'hui, en Guinée, la taxe est de 2%. Avant, c'était 5%. 2%. Oui, en 2000... Quelle taxe, du coup? La taxe d'assurance vie. OK. Voilà. OK. Et aujourd'hui, on est à 2%. Si demain, l'État supprime les 2%, ça va amener la population à souscrire davantage encore l'assurance. Génial, génial. C'est assez intéressant. Je vous ai lancé un défi ici. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui. C'est assez plaisant et moi j'apprends quotidiennement. Je vous ai lancé un défi pour cette année 2026. C'est très simple. C'est de vous donner le défi de lire entre 10 et 20 pages chaque jour. Mais vraiment que 10 et 20 pages chaque jour, peu importe, sur un sujet qui vous parle. Et dans ce défi-là, je vous recommande aujourd'hui un livre qui est L'assurance vie, quand la vie devient un investissement, de mon cher Alama Diawara, qui va non seulement contribuer à ce défi-là, parce qu'on a combien de pages ici? C'est assez intéressant. On a 100 pages. 100 pages, 10 pages par jour. 10 pages, c'est le minimum. Moi, je suis à 20 pages. 20 pages par jour. Qu'il pleuve ou qu'il neige, 20 pages par jour, carrément, c'est ça. Donc, je te lance un peu ce défi-là. Tu fais 20 pages par jour, en 5 jours, normalement, c'est bouclé. Tu fais 10 pages, en 10 jours, c'est bouclé. Donc, tu as plein de livres. Là, la dernière vidéo qui sort pendant qu'on tourne, donc tu vas voir cette vidéo avant même de voir cette interview. On recommande des livres à lire et tout ça. Donc, n'hésite pas à aller rajouter ça sur ta liste de lecture et donne-toi ce défi-là. Tu vas voir d'ici 1 an, tu auras dévoré minimum 20 livres. Et le commun des mortels, les gens n'ont pas lu un seul livre de leur vie. Si toi, tu as 20 livres, tu deviens une bibliothèque. Et plus tu sais, plus tu es. Exactement. Plus tu es, plus tu as. La qualité de ta vie va dépendre d'abord, la première chose, par ce que tu sais. Parce que ce que tu ne sais pas te coûte 2 fois plus cher que ce que tu sais déjà. Donc, c'était un plaisir pour moi d'avoir cette interview avec toi. Comment on fait pour se procurer de ce livre une fois de plus? Je sais qu'il y a un numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à la manière d'acquérir finalement ce livre-là? Bon, pour ceux qui sont à Abidjan déjà, ils peuvent l'avoir dans la librairie de France. Librairie de France, si vous êtes à Abidjan. Ceux qui sont à Abidjan. Ceux qui sont en Guinée, le numéro que j'avais communiqué la dernière fois. Voilà. Je vous mettrai le numéro juste ici. Je mettrai le numéro quelque part et dans la description aussi. Voilà. Et mettrai tous ces petits détails là aussi pour que vous allez chercher ce livre-là et rajouter ça à votre liste de lecture. Et ensuite, vous m'en donnerez des nouvelles par la suite de cette lecture-là. C'est ça. Est-ce que tu as... Maintenant, pour la vente en ligne, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il faut le mettre sur Amazon. C'est très facile. Tout à fait pour Amazon. Mais on est en train de voir mettre les deux versions. Française et puis version anglaise. Et puis mettre les deux en même temps. Mais ça ne serait tardé. En tout cas, si tu as besoin de gens pour ça, ça peut aller vite. Je peux aussi te recommander des gens. Mais mon livre que tu vois là, on a la version sur Amazon. C'est pas numérique, c'est même la version physique, mais Amazon se charge d'imprimer et d'envoyer tout ce qu'il faut. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de mettre le livre et comme ça, c'est facile finalement pour les gens de la diaspora et tout ça de pouvoir s'en procurer. Et je vois Falilou qui est juste derrière ici. Un ami, oui. Exactement, Falilou qui fait un travail extraordinaire aussi sur LinkedIn. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer. Il est même venu chez moi, on a discuté. Très belle personne. On se voit très bientôt aussi, mon cher Falilou. Dédicace à toi si tu vois cette petite interview. Et est-ce que tu as un dernier message à partager pour les gens qui ont eu l'opportunité de voir cette interview jusqu'à la fin? Voilà. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je dirais à tous de se donner les moyens pour réussir les vrais challenges. Parce que aujourd'hui, moi, je suis le plus jeune DG sur la place. Et ça se voit à ta tête. Je n'ai pas demandé ton âge, mais ça se voit à ta tête. C'est ça. Donc, du coup, ça ne vient pas comme ça. C'est un parcours. Il faut s'objectiver et s'entourer par des meilleures personnes pour que demain,
ton nom soit inscrit dans l'histoire. Donc, c'est un peu ça. C'est pas évident parce qu'on n'est pas né avec une cuillère en or. Moi, mon papa était cultivateur. Ma maman, ménagère, en même temps, elle faisait le commerce. Ok. Donc, je viens pas d'une famille riche. Ok. Mais par la force du courage et d'où je viens, je me suis donné les moyens pour réussir et je vais continuer encore à me donner les moyens nécessaires pour arriver au bout. Très inspirant, Voilà. très inspirant. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview. Merci pour tout ce que tu nous as partagé ici dans toute cette simplicité-là, pas de costume de DG et tout ce qui va avec. Ça fait plaisir.